Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité, c'est Jean-Baptiste Saut, directeur des opérations pour l'Europe du Sud chez Sourcemap. Vous verrez comment le logiciel de cartographie de la chaîne d'approvisionnement accompagne les entreprises, notamment sur la nouvelle réglementation du Green Deal européen. Pour notre Zoom, on parlera mobilité décarbonée, notamment en milieu rural, avec le train léger, autonome, à hydrogène de Taxirail, projet soutenu par l'ADEME. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, je vous présenterai Send to Green qui veut reverdir les déserts. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer, c'est parti. Bonjour Jean-Baptiste Saut, bienvenue. Bonjour Thomas Hugues, merci. Vous êtes donc le directeur des opérations pour l'Europe du Sud chez Sourcemap. On va présenter Sourcemap. Votre métier, c'est de cartographier logistique et matières premières. Expliquez-nous. Absolument. Sourcemap est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans, d'ailleurs par un franco-italien, Leonardo Bonanni, à l'époque au MIT. C'est une entreprise qui fait essentiellement deux choses. Elle permet aux entreprises d'identifier l'ensemble des fournisseurs qui se trouvent tout au long de leur chaîne de valeur, jusqu'au champ, jusqu'à la mine. Et une fois que cet exercice a été fait, de pouvoir tracer soit les composants, soit les matières premières qu'elles vont utiliser pour produire les marchandises qu'elles vont vendre. Créé au MIT, ça veut dire qu'il y a eu une phase de recherche et développement importante avant d'arriver au modèle économique, et on va en reparler après, à l'état de croissance et de développement de l'entreprise aujourd'hui. Absolument. Il y a 10 ans, personne ne s'intéressait aux chaînes de valeur. Personne n'était prêt, si vous voulez, à financer ce genre de recherche. Donc le MIT qui, à l'époque, a dit « nous, ça nous intéresse ». Au moment où il y a eu Fukushima, à l'époque, en fait, personne ne s'est rendu compte, mais il y avait dans l'automobile un seul producteur qui, au Japon, faisait un composant qui permettait à tous les moteurs de pouvoir démarrer. Le jour où il y a eu Fukushima, ce producteur n'a pas pu faire son composant et l'ensemble de l'industrie automobile a été arrêté. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à se dire, mais qu'est-ce que c'est qu'une chaîne de valeur ? Qu'est-ce qui peut faire qu'une chaîne de valeur soit bloquée ? Et alors, moi j'ai appris un chiffre très étonnant en préparant l'émission, c'est le nombre de fournisseurs en moyenne de vos clients. Ouais. Ça se chiffre en milliers, et encore je suis modeste. Et une dizaine de milliers. Ouais. Effectivement, alors ça va dépendre du secteur. Bien sûr. Parce que le secteur de l'agriculture n'est pas le même que celui du textile, n'est pas celui de l'automobile. Mais en général, une entreprise, elle connaît ses fournisseurs de rang 1. Ouais. Parfois ceux de rang 2. Mais en fait, elle n'a généralement aucune vue sur la profondeur de sa chaîne de valeur. Ouais. Et effectivement, on peut découvrir jusqu'à 10 000 fournisseurs pour un produit, pour une entreprise. Ouais. Avec évidemment des questions de conformité, de compliance. On va en parler ensemble. C'est quoi Sourcemap aujourd'hui? Vous en êtes où de votre développement? C'est une entreprise qui a donc 12 ans. Il y a une centaine de personnes qui y travaillent, 2 tiers aux États-Unis. Depuis 1 an et demi, nous sommes basés en Europe, à Paris. Et nous avons une équipe d'une vingtaine d'experts, notamment de spécialistes dans différentes verticales. Ça veut dire des spécialistes en agroalimentaire, des ingénieurs, des spécialistes du textile et des spécialistes de l'automobile. Ouais. Alors, on va rentrer dans les enjeux de décarbonation. Qui sont vos clients et depuis quand ont-ils pris conscience que justement ce que vous proposiez pouvait leur permettre d'améliorer leur bilan carbone? Nos clients, ce sont des entreprises internationales, européennes ou américaines, qui ont une activité globale. Donc des gens qui ne vont pas seulement opérer dans leur pays ou dans leur région, mais à l'international. On parle de grands groupes. Historiquement, on a travaillé avec Mars, avec Ferrero, pour justement, en agroalimentaire, aller cartographier l'ensemble des fermes qui se trouvent dans leur chaîne de valeur, par exemple pour le cacao, pour les noisettes. On fait la même chose dans le textile, avec des grands groupes de luxe, avec des marques internationales, par exemple, de marques premium. Et ces entreprises, aujourd'hui, elles se trouvent à un moment très particulier, parce que les règles qui étaient celles du commerce international sont en train de changer, de bouleverser la façon dont on... En Europe, aux États-Unis, partout. Absolument. Et notamment avec des enjeux de décarbonation, avec des impératifs environnementaux qui n'existaient pas auparavant. Il y a des enjeux de décarbonation, mais en fait, on va bien au-delà de la décarbonation. Aujourd'hui, on regarde l'impact total que peut avoir une entreprise, notamment d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue social. Bien sûr. Et en fait, Sourcemap va permettre aux entreprises d'identifier l'ensemble des intervenants de la supply chain. Une fois que ce travail a été fait, alors on peut faire remonter de la donnée, qui est soit de la donnée
de décarbonation, mais aussi, par exemple, l'identification de risques comme le travail forcé ou alors la désertification. Ouais. Ça répond aussi à un enjeu de transparence, à une demande des clients de vos clients, des consommateurs finaux. Vous avez tout à fait raison. Pendant très longtemps, si vous voulez, les gens ont fait confiance aux entreprises sur la base de leurs déclarations. Il y avait des labels, il y avait ce qu'on appelle des green claims. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ça est en train de tomber un petit peu en miettes parce qu'on ne fait plus confiance à ce système. Et donc aujourd'hui, la réglementation va demander aux entreprises d'aller chercher les données et de donner des preuves de ce qu'elles avancent dans leur communication auprès des consommateurs ou auprès du régulateur. Ouais. Alors on va entrer dans le détail de ce que vous proposez, en s'appuyant d'abord sur ce qui se passe en Europe et ensuite aux États-Unis. La réglementation européenne, le Green Deal, vous publiez un e-book pour accompagner les entreprises. Exactement. Pourquoi cette démarche et qu'est-ce qui est en train de changer ? Alors, tout change. Aujourd'hui, les entreprises pouvaient simplement faire une commande à leurs fournisseurs, en gros se laver les mains et vendre leurs marchandises. Vous savez qu'il y a une loi en France qui a été mise en vigueur depuis 1 an qui s'appelle la loi AGEC et qui regarde en gros la façon dont on fait les produits, comment ils sont conçus, comment ils sont produits et ensuite comment on en parle. Et bien en fait c'est la même chose qui se passe au niveau européen avec ce qu'on appelle le Green Deal. Et il y a ce qu'on appelle une avalanche de législation qui est en train de se mettre en place. Et en fait les entreprises vont devoir vraiment justifier et regarder auprès la façon dont elles font toutes ces étapes. Ouais. Et donc, pour une entreprise, prenons l'exemple d'une entreprise française de taille mondiale, puisqu'on a bien compris que c'est à ces entreprises que vous vous adressez, et qui donc est soumise à des réglementations qui étaient déjà nombreuses et qui sont toutes en train de changer. Donc, c'est quoi ? C'est un défi qu'elle ne peut pas relever seule, en quelque sorte ? De se mettre en conformité avec toutes ces réglementations. Absolument. C'est des grands groupes, ils ont des services juridiques, la compliance, ils connaissent. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Absolument. Il y a deux niveaux de problèmes. Si vous voulez, le premier, c'est comprendre ce que dit la loi. Il va y avoir une vingtaine de lois, en gros, si on regarde les lois nationales, européennes et américaines. Et la deuxième chose, c'est quels sont les outils pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, on se rend compte que ce qui est sous-jacent à l'ensemble des lois, c'est deux choses. Connaître la supply chain, donc aller découvrir l'ensemble des intervenants. Et la deuxième chose, c'est la traçabilité. Contrairement à ce qu'on pense, découvrir l'ensemble des gens sur leur supply chain, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Parfois, vous avez des services achats où vous avez 2-3 personnes qui travaillent sur Excel et qui n'ont pas le temps, en plus de leur travail, d'aller identifier l'ensemble des gens de la supply chain et surtout des gens qui ne vont pas leur répondre. Donc SourceMap est là pour les aider à faire cette découverte et à engager les fournisseurs dans cette relation. Oui, ça permet ensuite de faire, d'intégrer les enjeux environnementaux ou sociétaux du grand groupe jusqu'au bout de la chaîne de valeur. On peut prendre un exemple, c'est par exemple l'huile de palme. Pour une entreprise qui essaye d'éradiquer l'huile de palme, ça peut être très compliqué d'aller tout au bout d'un fournisseur brésilien, par exemple. Exactement, et vous mettez le doigt vraiment sur un sujet important qui est la façon dont, si vous voulez, la collecte, par exemple, de l'huile de palme, mais on pourrait parler du coton, du cacao, se fait dans la chaîne de valeur. En fait, souvent, la matière première, elle est mixée, c'est-à-dire que vous avez des fournisseurs qui se trouvent sur une région spécifique, par exemple en Amérique du Sud, et l'ensemble de la marchandise, elle va être en fait mélangée. Tout l'objectif de la Commission européenne aujourd'hui, et aussi des États-Unis, c'est de dire, attention, on veut pouvoir tracer chaque fournisseur, on veut pouvoir l'identifier, le mettre sur une carte, et savoir si ce fournisseur produit une marchandise qui ne sera pas mélangée avec celle de tel autre fournisseur, pour être certain qu'à aucun moment, il y ait des risques de déforestation ou de travail forcé dans un produit qui va être vendu en Europe. Et par conséquent, si vous utilisez de l'huile de palme qui est mélangée, vous ne pouvez pas le savoir. Mais alors, comment ça marchait avant ? Avant un système de cartographie comme le vôtre ? Alors avant, il n'y avait pas de système de cartographie. Vous rentrez en contact avec votre fournisseur d'huile de palme, qui était généralement un grossiste, peut-être européen, peut-être même brésilien. Je dis le brésilien, mais ça peut être n'importe quel pays. Bien sûr. Et vous ne lui posiez pas la question de savoir effectivement d'où venait cette huile, et surtout, vous ne lui posiez pas la question de savoir s'il était au courant de l'impact que cette collecte avait. Et alors, je reviens à la base, j'aurais pu commencer par là. Ces informations, comment vous les récupérez, en fait ? Alors, on les récupère parce que d'abord, on crée, si vous voulez, au sein d'une chaîne de valeur, une sorte de social network qui permet à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur de se connecter à la plateforme. Donc chacun va être identifié sur la plateforme et à chaque moment de la transaction, par exemple, d'une tonne de coton ou de cacao, on va rentrer les informations qui sont spécifiques à ce lot. Donc on va dire tel lot vendu
à tel moment, à telle personne. Et donc, ce sera en entrant et en sortant. Et vous allez pouvoir faire des connexions jusqu'à votre produit final. Et ça, par exemple, on appelle ça la chain of custody. C'est ce que demandent les États-Unis. Si, par exemple, vous avez un container de marchandises qui arrive à la douane, ils vont vous dire, prouvez-moi qu'à aucun moment, la marchandise qui rentre dans ce pays n'est passée par telle ou telle région du monde, et notamment, en l'occurrence, du Xinjiang, puisque aux États-Unis, vous savez, la loi est spécifique au travail forcé des Ouïghours. Oui, alors il y a une loi, effectivement, une loi vraiment là-dessus qui est passée, je crois, il y a un peu plus d'un an, c'était en juin 2022, contre le travail forcé des Ouïghours. Donc là, on est sur une population, une région du monde. On peut faire le bilan un an après. Qu'est-ce que ça a donné comme effet ? C'est à la fois très efficace, si vous voulez, comme approche, celle des États-Unis, puisqu'elle est d'abord dirigée contre un pays, une région, et surtout, elle a décidé tout de suite de saisir des marchandises et de les garder au port. Donc on a plus d'1 milliard de marchandises aujourd'hui qui a été qui est détenu par la douane américaine. 1 milliard en valeur, 1 milliard de dollars en valeur. Excusez-moi, en valeur. Et des entreprises à qui on demande de donner des preuves. Et aujourd'hui, si vous voulez, le problème de ces entreprises, c'est qu'elles n'ont pas forcément eu l'opportunité d'aller collecter ces données. Et elles viennent nous voir, elles nous disent comment je fais. Et on vous dit, c'est très simple. Vous allez faire en 2 étapes. Vous allez d'abord découvrir votre supply chain. On peut vous aider à le faire. Et la deuxième chose, vous allez tracer l'ensemble des lots qui rentrent dans votre marchandise. L'Europe n'a pas la même approche. Vous savez qu'en Europe, on n'a pas le droit d'avoir une approche qui est spécifiquement dirigée vers un pays. Et donc, ces problématiques qui sont les mêmes, la déforestation et le travail forcé, elle est appliquée à l'ensemble des matériaux sur l'ensemble de la production mondiale. C'est peut-être un peu moins efficace ? Alors, ça peut être moins efficace, mais en même temps, ça veut dire que l'ensemble des bonnes pratiques va être mis en place par l'ensemble des entreprises sur l'ensemble des chaînes de valeur. Merci beaucoup Jean-Baptiste Saut et à bientôt sur Bismart. On passe au zoom de cette émission, la mobilité décarbonée au programme. C'est le zoom de ce Smart Impact et j'accueille Régis Coat. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes le président fondateur de Taxirail. Votre ambition, rien de moins, c'est de réinventer le train. Expliquez-moi. Alors Taxirail est un système ferroviaire très innovant, composé de modules très légers, dont le but est de complètement changer le paradigme ferroviaire, qui est basé sur un système qui est très lourd, très rigide, et nous, on apporte de la souplesse, de la flexibilité également, ainsi qu'une masse très réduite. Nous sommes sur des modules très compacts, qui font 6 mètres de long, qui embarquent 40 voyageurs, 16 places assises, 2 emplacements PMR. Pour les heures de pointe, on peut jumeler, mais sans les attacher, jusqu'à 3 modules, ce qui nous donne une capacité maximale théorique de 120 places, qui est tout à fait concurrentielle avec un TER classique. D'accord, et donc c'est un train léger, vous avez dit, autonome et à hydrogène. Alors on va rentrer un peu dans le détail. Le côté autonome et puis la propulsion hydrogène, pourquoi ce choix ? Alors, le côté autonome, c'était en fait une obligation pour nous. Bon, déjà, il y a une pénurie de chauffeurs de train en France. Et deuxièmement, si on veut avoir un service qui soit à coût maîtrisé pour la collectivité et qui soit utile pour le voyageur, c'est dans ces 2 objectifs que nous travaillons, il fallait passer par l'autonomie. Par exemple, aux heures de pointe, nous allons avoir un fonctionnement assez classique, on va dire, avec un cadencement. En revanche, aux heures creuses, c'est du transport à la demande. C'est-à-dire qu'avec votre application smartphone ou une borne en gare, vous allez pouvoir appeler votre Taxirail qui viendra à votre rencontre. Il faut vraiment avoir en tête l'image de l'ascenseur. C'est un ascenseur horizontal que vous appellerez et qui après s'arrêtera autant de fois que nécessaire pour laisser monter ou descendre d'autres voyageurs. Pourquoi l'hydrogène ? L'hydrogène, le choix de l'hydrogène remonte en fait à une nécessité d'exploitation. Si on veut rester dans une logique d'exploitation frugale, enfin dite frugale, l'écosystème est complet, on ne va pas faire d'économie stricto sensu en ne mettant pas de chauffeur. Ça, c'était pas notre volonté. Maintenant, il faut qu'on ait tout un ensemble, un écosystème qui soit également frugal. Si on veut fonctionner avec une solution uniquement électrique, il y a 2 solutions. C'est soit mettre des caténaires, ce qui est très coûteux, il y a un impact visuel. Quand je dis très coûteux, c'est à l'installation et à la maintenance. Et si on veut faire de la recharge au cours de la ligne, ça veut dire qu'il faut mettre en place ces infrastructures de recharge.
c'est du courant fort. Donc il y a un coût d'installation, il y a un coût de maintenance. Il peut y avoir des coûts induits. C'est arrivé en Allemagne où un train à batterie qui devait être rechargé mettait en blackout le village d'à côté. Donc il a fallu installer en fait un système de batterie. Ça fait pas aimer le train si ça met en blackout le village d'à côté. Et donc vous, quand vous choisissez l'hydrogène, alors parce que l'hydrogène il peut être sous différentes formes, etc. C'est quoi? C'est du carburant, c'est du carburant liquide, c'est des batteries, c'est des piles à combustible, parce que moi je m'y perds un peu dans l'hydrogène. Alors, en ce qui concerne Taxirail, nous sommes sur une logique d'hybridation électrique-hydrogène. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes sur un véhicule électrique avec un parc batterie conséquent. C'est pas juste une petite batterie tampon. Et une pile à combustible qui va maintenir la charge de ces batteries. Ce qui va permettre au Taxirail, pendant toute sa plage d'utilisation, de ne pas avoir de recharge intermédiaire qui compliquerait l'exploitation. Alors, bon, on a bien compris ce que c'était. Il fallait prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment innovant. Maintenant, la question c'est où et pourquoi? C'est-à-dire à quel endroit sur notre territoire il y a besoin d'un service comme le vôtre? Alors, il y a besoin d'un service comme Taxirail dans l'ensemble des zones rurales et périurbaines. Ouais. On a la chance en France d'avoir un formidable réseau qui est hérité du 19e siècle, mais qui est tombé parfois un peu en déshérence, et dans certaines zones, c'est un euphémisme de le dire. Donc, on est sur un potentiel de 200 à 300 lignes en France. Sur ces 200 à 300 lignes, il y en a 70 à 90 qui seraient particulièrement pertinentes pour un service comme Taxirail. Et ça concerne l'ensemble des régions françaises. Et alors, vous venez en concurrence avec quoi? Avec la voiture individuelle, avec l'autocar, avec les trains tels qu'ils existent aujourd'hui? On apporte un service en fait qui est complémentaire. Oui. Nous, notre raison d'être, c'est de réussir à rendre, je dirais, rentable ou au moins soutenable économiquement pour la collectivité des lignes avec un potentiel voyageur qui est relativement faible. Maintenant, relativement faible ne veut pas dire qu'il n'y a pas de voyageurs. Et il faut faire des choses pour ces personnes. Il y a un renchérissement du coût des transports, du coût du carburant, la vignette critère 2 qui va être mise en place au 1er janvier 2025. Avec les zones à faible émission. Exactement. Et il ne faut pas, comme dirait un ami à moi, que ça devienne des zones de forte exclusion. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc on apporte un service pour la mobilité pour tous dans les zones rurales, avec l'avantage du transport à la demande. C'est-à-dire que vous citiez l'exemple du car. Oui. Les horaires ne conviennent pas nécessairement aux besoins des lycéens pour aller étudier finalement relativement tôt. Ou des actifs qui vont peut-être finir leur journée à 20h, 21h. Et là, on leur apporte la garantie d'avoir un système de transport qui pourra les ramener chez eux. Et effectivement, le nom dit bien l'usage qui pourra en être fait, Taxirail. On est dans une utilisation à la demande. Alors, j'ai plein de questions parce que je trouve ça fascinant. Est-ce que ça veut dire qu'il faut créer un réseau de voies ferrées dédié ou est-ce qu'on utilise le réseau existant? Alors, on utilise le réseau existant. D'accord. On a juste une région qui nous a sollicité pour la création ex nihilo d'une ligne, mais dans la majorité des cas, on reprend des lignes existantes. Qui sont plus utilisées ou sous-utilisées par la SNCF? Ce sont ces deux cas, exactement. Soit plus utilisées du tout, soit entre guillemets mal utilisées ou au moins avec un service qui n'est pas pertinent par rapport aux attentes des voyageurs. Qui sont vos clients? Les collectivités locales d'abord? Alors par défaut, ce sont les collectivités, tout à fait. Oui. Donc les régions qui sont autorités organisatrices des mobilités. Maintenant, il peut y avoir, ça c'était la loi L'Homme qui a un peu fait évoluer les choses à ce niveau-là. Ça peut être une communauté d'agglos, par exemple, bien sûr, qui deviendrait dans ce cas notre client. Ça peut être les exploitants qui pourraient acheter les modules et services directement, ou les loueurs de train. L'ADEME soutient votre projet, le projet Taxirail. C'est un moment important, une étape importante, ce soutien? C'était une étape indispensable. Déjà pour asseoir la crédibilité du projet, et ensuite parce que l'ADEME apporte une partie conséquente du financement. Quelle partie? Ça représente quoi? À peu près 50% du montant global du projet. Donc le projet, est-ce qu'on peut dire que le projet n'aurait pas vu le jour si l'ADEME ne l'avait pas soutenu? On
peut le dire, mais au-delà de l'aspect financier, c'est la marque qu'un organisme de l'État apporte de la considération et trouve de la crédibilité au projet que nous avons développé. Oui, et surtout en plein dans les enjeux de transformation environnementale, parce que c'est ce que promeut l'ADEME. Donc vous en êtes tout de votre développement aujourd'hui? Vous l'avez testé, le taxi-rail, on en est où? L'expérimentation commencera donc à Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie début d'année prochaine, sur une voie d'essai qui est mise à notre disposition. Les autres objectifs, c'est une mise en service commercial courant 2026. Mise en service commercial courant 2026. Il y a l'ADEME comme partenaire. Quelles autres bonnes fées, entre guillemets, se sont penchées sur le projet taxi-rail? Alors, on a une équipe qui est une très très bonne équipe, composée de personnes issues déjà du ferroviaire, mais également d'autres domaines d'activité, que ce soit le nautisme, l'aéronautique et l'automobile. Et nous avons constitué une équipe, un consortium, qui est constitué de sociétés qui sont expertes dans leur domaine, mais pas tout dans le ferroviaire. On a fait du croisement de filières. On est allé chercher des acteurs de l'automobile. Donc on a quelle filière? On a le rail, forcément. On a le rail, l'automobile, le composite, donc l'aéronautique ou nautisme, suivant comment on veut voir les choses. Pour que les modules soient les plus légers possibles? Oui. Oui, on est à 12 tonnes en charge, donc ça fait 6 tonnes à l'essieu. Parce qu'il y a un enjeu sur le ferroviaire, c'est qu'en fait, plus un train est lourd, plus il va solliciter la voie. Surtout dans les courbes. Et donc, la nécessité de l'allègement, pour ne pas avoir une maintenance des rails coûteuse, était absolument indispensable. Donc, on a dit automobile, rail, composite. Il y a d'autres secteurs comme ça que vous avez sollicités? Parce que quand vous dites on va avoir une appli, on est dans le monde des nouvelles mobilités aussi. Exactement. Il y a les parties télécom, bien entendu. Je ne vais pas dire intelligence artificielle parce que ça fait un peu tarte à la crème maintenant. Oui, c'est un domaine assez autant s'en servir quand c'est utile, quoi. Mais on est sur un système intelligent, souple. Dernière question, est-ce que vous avez eu du mal à convaincre? Parce que c'est un projet quand même novateur, disruptif, pour employer un mot qui n'est plus à la mode. Est-ce que vous avez eu du mal à convaincre? Énormément. Énormément. Mais justement, c'est le propre des innovations de rupture. Et puis, comme disent les Américains, ce sont les pionniers qui prennent les flèches. Et ben voilà, vous avez pris quelques flèches, on l'a compris. Merci beaucoup, Régis Coat, et bon vent à votre taxi-rail, même s'il ne fonctionne pas à voile. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique Start-up. On part dans le désert, reverdir le désert. Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Gauthier de Carquette. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Sand to Green, créé en avril 2022 avec Wissal Ben Moussa et Benjamin Rombaud. Et avec quelle idée? C'est quoi l'idée de départ? Dites-moi. Effectivement, donc avec une idée assez simple qui est celle de lutter contre la désertification. Alors pourquoi? Parce qu'il y a déjà plusieurs années de ça, on est parti d'un constat, c'est que la désertification, donc ce phénomène qui fait avancer les déserts petit à petit, nous fait perdre à l'humanité entre 13 et 15 millions d'hectares chaque année. Alors 13 millions, on a un peu de mal à se représenter ce que ça veut dire, mais c'est l'équivalent de 1 ou 2 terrains de foot qui disparaissent toutes les 5 secondes. Donc c'est assez colossal en fait. Et nous, on s'est dit que au regard des enjeux alimentaires, des enjeux de dérèglement climatique, il fallait absolument lutter contre ce phénomène-là. Oui, parce qu'il y a, vous l'avez dit, double enjeu, l'alimentaire, mais aussi ce sont des puits de carbone qui disparaissent aussi à chaque fois que le désert avance. C'est exactement ça. En fait, tous ces enjeux sont liés, donc vous pouvez l'imaginer. Mais la FAO dit qu'on aura besoin de 2 milliards d'hectares de terres agricoles en plus. Et dans le même temps, nos forêts doivent être protégées, nos terres agricoles disparaissent avec cette désertification. Et donc nous, on s'est dit que plutôt que d'aller chercher ces nouvelles terres agricoles dans les forêts, il fallait les régénérer à partir de ces terres arides qui sont aujourd'hui considérées comme impropres à toute forme d'agriculture, et donc de réintégrer ces terres arides dans le paradigme de l'agriculture mondiale. Ok, donc ça c'est le point de départ, sauf qu'ensuite il y a la réalisation, il faut trouver de l'eau.
évidemment, Exactement. par définition. Donc, comment vous faites? C'est quoi le principe? Alors nous, on a donc travaillé pendant 3 ans pour essayer de mettre en place une solution en 3 temps, mais qui se base effectivement sur du dessalement d'eau, donc d'eau de mer ou d'eau saumâtre. L'eau saumâtre étant une eau qui a une certaine salinité comprise dans les sols et qui fonctionne à énergie solaire. Et donc c'est là où dans le désert ça devient intéressant puisque ce dessalement va nous permettre de faire venir de l'eau dans nos plantations pour ensuite justement pouvoir commencer le processus de régénération des sols. Mais donc ça veut dire, non pas forcément, puisqu'il y a les eaux saumates, il ne faut pas forcément être à proximité d'une côte pour... Non, pour alors que ça fonctionne. on n'est pas obligé d'être en proche littoral. D'accord. En fait, aujourd'hui, nos plantations, elles se situent entre 0 et 20 km des côtes. D'accord. Pourquoi? Puisque, alors des poches d'eau saumâtre, il y en a un peu partout. En revanche, on s'attarde beaucoup à la régénération des nappes, au renouvellement des nappes, puisque aujourd'hui, donc l'eau salée de la mer est considérée comme une ressource infinie. En revanche, l'eau salée saumâtre est forcément plus finie, donc elle se renouvelle à un certain rythme. Et on pense qu'aujourd'hui, c'est pas parce qu'aujourd'hui elle n'est pas utilisée que demain elle ne le sera pas. Et donc on s'attarde beaucoup à utiliser des nappes qui peuvent se recharger assez rapidement. Ce qui fait que, en fait, on est entre 0 et 20 km des côtes au Maroc, donc dans notre premier pays d'implantation. Pourquoi? Puisque les intrusions marines vont permettre ce renouvellement finalement. D'accord. Alors, vous avez répondu à la question que j'allais vous poser. Où sont situées vos premières plantations? Et surtout, qu'est-ce qu'on y trouve? Vous ne plantez pas n'importe quoi, j'imagine. Il faut des plantes peut-être plus résistantes, plus résilientes face aux conditions désertiques? Exactement. Alors, effectivement, aujourd'hui, on est présent au Maroc, puisque donc on est une start-up franco-marocaine et on déploie aujourd'hui à plus grande échelle dans la région de laquelle est originaire Wissal Ben Moussa, puisque Wissal a un passé de culture du désert assez riche. C'est quelqu'un de très très doué là-dessus. Donc c'est autour aussi de ces connaissances qu'on a construit l'entreprise. Mais effectivement, quelle culture fait-on? Alors, on s'est beaucoup inspiré des oasis en fait. Beaucoup tendent à croire que les oasis sont des écosystèmes naturels. Or, pas du tout. C'est des écosystèmes complètement construits et maintenus par l'homme et qui, d'ailleurs, pour les plus anciens, ont plus de 7000 ans, qui se trouvent en Arabie Saoudite. Et en fait, ces oasis-là, ils fonctionnent sur un principe qui aujourd'hui redevient de mode, qui est l'agroforesterie. Alors l'agroforesterie, c'est la bonne combinaison d'espèces d'arbres entre elles et d'espèces de cultures. L'idée étant en fait de créer des symbioses entre les végétaux pour que chacun puisse se rendre service et in fine permettre la création d'un écosystème beaucoup plus résilient. Et on va terminer, il nous reste 1 minute. Vous avez annoncé en février dernier une levée de fonds d'1 million de dollars. La stratégie, c'est quoi? C'est de démultiplier évidemment des plantations. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Effectivement, donc on a annoncé une levée de fonds qui va nous permettre 3 choses. La première, c'est de mettre en place un prototype industriel de démonstration qui permettrait d'être une base de réflexion pour la suite. La deuxième, c'est de continuer, bien sûr, à faire de la recherche et du développement, puisqu'il y a tout un aspect de régénération des sols qui est très important, et aussi de recyclage du dessalement. Et la troisième option, c'est de mettre en place des plantations à beaucoup plus grande échelle. Alors pour ça, on se rapproche d'industriels, notamment d'industriels dans l'hydrogène vert, puisqu'on partage des contraintes communes avec eux, notamment sur le dessalement d'eau et les zones arides. L'idée étant d'utiliser en fait ces grands projets pour recréer ces oasis à très très grande échelle. Merci beaucoup Gauthier de Carquoët et bon vent à Send to Green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.